Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 213 du podcast Touchdown Actu. Alain Maty, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous preview du jeudi. Je savonne déjà. Nous avons un invité exceptionnel cette semaine. Il est à ma gauche et il affiche très directement ses couleurs. Ouais, on ne peut pas le rater. Si vous nous écoutez, sachez qu'il porte un t-shirt des Steelers. C'est Laurent Vergne. Bonjour Laurent. Salut Alain, salut à tous. Laurent qui est le chef des informations sur Eurosport.fr selon sa bio Twitter. C'est ça. Et fan des Steelers, j'ai pas vu, il y avait quelques autres trucs dans la bio Twitter. Tennis aussi, beaucoup quand même. Tennis, foot un peu aussi, mais Steelers, surtout Steelers. Bon, beaucoup de Steelers et on va faire une rubrique évidemment spéciale pour honorer ta venue. Raoul Villeroy est également là, bonjour Raoul. Hello. Et Camille Sarabène à la technique, bonjour Camille. Salut. Le podcast Jean Actu du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. Ils sont avec nous pour une deuxième année de suite, n'hésitez pas à passer par le lien qui est dans le menu du site, comme ça ils savent que vous venez de notre part. Les superbes affiches de la semaine concernent la NFC Sud, on va parler donc des trois équipes encore en course pour les playoffs, les Panthers, les Saints et les Falcons. Le débat se portera donc sur les Steelers. Peuvent-ils renverser les Patriots? C'est la question qu'on va se poser avec Laurent. Non, on va largement argumenter. Ouais. Et puis ensuite, ce sera évidemment les pronostics et les cotes de la semaine. C'est parti Camille. Atlanta Falcons, 7 victoires, 4 défaites. Minnesota Vikings, 9 victoires, 2 défaites. Les Falcons ont passé plus de 500 yards aux Buccaneers la semaine dernière. Là, on passe aux choses sérieuses avec une défense quand même un peu plus costaud en face. Les Vikings sont sur 7 victoires de suite, 5e défense sur les yards et les points encaissés. Keskinum a signé un mois de novembre fou avec une évaluation de 114. Il vient d'être élu joueur du mois de la conférence NFC. Est-ce que les Falcons peuvent secouer un petit peu ces Vikings dans le défi physique où ils s'imposent quand même assez largement ces derniers temps et c'est un peu leur domaine? Laurent, on va te laisser commencer. Alors, est-ce qu'ils peuvent? Oui. Est-ce qu'ils vont? C'est une autre question. Moi, je trouve que c'est vraiment le match. Ce que j'aime bien cette semaine, c'est qu'on a vraiment l'impression on rentre déjà dans les playoffs, quoi. Ouais. Les matchs qu'on a cette semaine, on pourrait ajouter Philadelphie et Seattle. C'est déjà des matchs de playoffs. Les Falcons, je trouve que c'est quand même une équipe qui est peut-être en train de se trouver, en tout cas de se retrouver. Maintenant pour eux c'est un vrai test et je pense que c'est ce week-end qu'on va savoir si les Falcons peuvent être un candidat au titre. Pour l'instant ils sont 3e de leur division, donc c'est quand même compliqué. En même temps ils sont dans une division qui est monstrueuse. La NFC South c'est vraiment la division la plus dure. Il y aura peut-être d'ailleurs 3 équipes en play-off. Mais je pense que c'est un vrai test pour eux parce que leur attaque est capable, tu l'as dit, la semaine dernière ils ont été monstrueux, mais je pense effectivement qu'avec Minnesota, ça va être une autre limonade. C'est un vrai bon test, c'est une opposition aussi sympa. On a une attaque potentiellement explosive. On a une défense qui est ultra physique. On a un match-up aussi entre Julio Jones et Xavier Rhodes qui est le match-up individuel de la semaine. Donc, c'est un match qui est très très excitant sur le papier. Mais je pense que chez eux, les Falcons qui vont récupérer Freeman aussi, peuvent faire tomber cette équipe des Vikings. En tout cas, si la série des Vikings doit s'arrêter, c'est peut-être ce week-end. 31,7 de moyenne pour Atlanta ces 3 derniers matchs, Raoul. Julio Jones, Xavier Rhodes, en effet, ça promet quand même. Il sort d'un match à 250 et des poussières. 253. Ouais, 253. Ils sont tous les deux très grands, ça va être assez physique, assez explosif. Il y a un truc, tu l'as dit Laurent, c'est vrai, les Falcons, ils jouent dans une division ultra relevée où peut-être 3 équipes vont aller en play-off. Les Vikings, de leur côté, ils sont un peu plus tranquilles et c'est peut-être j'ai l'impression que sur ce match, les Falcons sont plus à perdre que les Vikings qui, de toute façon, sont à peu près sûrs, à moins d'un énorme réveil des Lions, mais encore, ça ne serait pas complètement perdu pour eux. À moins d'une catastrophe, les Vikings, ils vont gagner leur division et vont aller en play-off. Les Falcons, c'est beaucoup plus dur. Ils rencontrent encore beaucoup d'adversaires de division et des adversaires qui sont des concurrents directs.
Donc eux ont peut-être un peu plus la pression et eux sont peut-être plus capables de la gérer que les Vikings qui, malgré leur défense et leur attaque qui sont au top, ont peut-être un peu moins d'expérience. Les Falcons, on l'a vu l'an dernier, ils ont été au Super Bowl, ils ont failli l'emporter et c'était solide à tous les niveaux. Les Vikings, c'est solide, c'est bien, mais il manque peut-être un vrai gros test. Je dis pas qu'ils n'ont pas rencontré de grosses équipes cette saison, c'est vrai, ils en ont battu plein, mais là, si tu l'as dit, c'est limite les playoffs et il va falloir voir comment eux répondent à ce défi. On se souvient que la dernière fois qu'ils étaient en playoff, ça passait à un field goal raté pas loin du tout de continuer. Donc voilà, il va falloir éviter ces petites erreurs-là et pourquoi pas l'emporter sur Atlanta. Une des clés, ça va être aussi la course. Les Vikings, on l'a dit, sont très physiques. Ils sont 6e au sol cette saison. La défense des Falcons est 20e contre la course. Donc c'est peut-être là que la différence peut se faire aussi au niveau de l'usure physique dans ce match. Minnesota peut imposer sa force au sol et puis éventuellement essayer de capitaliser, quoi. Surtout avec deux coureurs, comme ils ont Jerry McKinnon et Latavius Murray. Cette alternance peut faire que les deux peuvent être un peu frais tout le match et pilonner en face. Et même si tu laisses un peu de place, il y a le jeu au sol, mais si tu laisses de la place à Adam Thielen dans les airs, lui il va dérouler aussi. Donc il y a quand même de gros arguments côté Minnesota. De toute façon, la clé pour les Falcons, c'est vraiment de répondre physiquement parce que Minnesota, pour moi, c'est une des équipes les plus physiques et des deux côtés du ballon. Donc il faudra qu'ils répondent là-dessus. Après, j'ai pas regardé les toutes dernières infos, mais j'ai vu hier qu'il y avait Trufant et Poole qui s'étaient pas entraînés, qui sont peut-être incertains. Ouais. Si les deux sont forfaits, ça peut être tendu quand même pour le secondary d'Atlanta. Ouais. Pronostic. Falcons pour toi, moi. tu dis quoi? Je sais plus. Alors j'explique, je suis obligé de peut-être m'adapter un peu à ce que Alain va dire. Attends, parce que je suis trop loin dans les pronos là. Je sais même plus parce que les matchs de cette semaine sont tellement durs que j'ai du mal. Je crois que je vais dire Falcons. Ah, très bien. Je vais dire Falcons. Yes, je vais dire Minnesota. J'ai du mal à pronostiquer contre les Vikings en ce moment. Mais c'est un pari, mais Falcons, c'est les Falcons quand même. Ouais. Allez, on va dire le Falcons, c'est que ça se relance. Allez, moi je dis Minnesota. La deuxième affiche de la semaine, c'est Saints, Panthers. Les deux équipes sont à 8 victoires et 3 défaites. Donc là, c'est très très chaud aussi. On parlait d'ambiance playoff, mais ces trois équipes se tirent la bourre quand même dans la NFC Sud. Pendant que les Falcons tentent de remonter, il y a une de ces deux équipes qui va perdre et que Atlanta va peut-être pouvoir rattraper. Les Panthers ont la deuxième défense de la ligue. Les Saints ont la deuxième attaque. Donc clairement, on a une belle opposition de style. 4 victoires de suite pour Carolina. Les Saints étaient sur une série de 8, ils ont perdu contre les Rams, mais c'est quand même deux équipes qui sont plutôt dans une bonne dynamique. Ouais. Est-ce que les Panthers peuvent réussir à stopper ce jeu au sol des Saints, comme l'ont fait les Rams au final la semaine dernière et qui a été la clé pour gagner? Troisième défense face à la course, les Panthers cette saison, et c'est peut-être là que ça va se jouer, puisque on le voit depuis le début de la saison et l'arrivée de Kamara. Le jeu au sol des Saints est hyper intéressant, hyper fort. Il y a une bonne alternance entre Kamara et Ingram plus en coureur un peu lourd, et Kamara qui peut sortir du backfield pour réceptionner les ballons. Et c'est là où les Panthers vont devoir s'adapter, c'est contrer la double menace Kamara-Ingram, parce que c'est limite, c'est presque insultant de dire ça, mais c'est l'arme forte des Saints. Alors, quand tu as Drew Brees au poste de quarterback, c'est quand même exceptionnel d'avoir un jeu au sol comme ça. Il faut quand même pas oublier que Drew Brees, il peut aussi lancer des ballons, il va falloir surveiller ça. Et c'est là où le trio des linebackers, qui est un des meilleurs de la ligue, avec notamment Luke Kuechly et Thomas Davis, vont devoir faire un gros boulot. Ouais, je suis d'accord avec Raoul, et c'est vrai que ce que j'aime bien dans l'équipe des Saints cette année, c'est que justement, ils ne sont pas dépendants de Drew Brees. Mais quand il y a besoin de lui, ils savent qu'ils peuvent compter sur lui. Ça a été le cas à Washington contre Washington en fin de match. Donc il n'est plus obligé de porter l'attaque sur ses épaules, mais ça reste Drew Brees. Et je pense que dans cette fin de saison et en playoffs, s'ils y sont, et à mon avis, ils y seront. Quand il y aura besoin de lui, il sera là, il n'y aura pas de problème. Maintenant, je trouve qu'ils ont quand même pris un peu l'eau en défense la semaine dernière, nos amis de la Nouvelle-Orléans. Et ce serait un truc à checker parce qu'ils ont surtout bu la tasse dans la défense contre la passe. Et il faudra checker si Latimore revient. C'est quelque chose, même si Cam Newton, c'est pas forcément le quarterback qui peut leur faire le plus mal à ce niveau-là. Ouais, et puis les Rams sont aussi dans une énorme dynamique offensive. Oui, c'est vrai, mais les Saints étaient très très forts en défense contre la passe depuis quelques semaines.
Alors, est-ce que c'était juste un accident? Est-ce que c'était parce que c'était les Rams, parce qu'il leur manquait un ou deux joueurs? Peut-être ça. Ouais. On va voir, mais tu parlais de pression tout à l'heure pour les Falcons et les Vikings. Là, je pense que la pression, elle est surtout sur Carolina. Parce que Carolina a perdu à domicile contre les Saints le premier match de la saison. Ouais, 34-13. Ouais, ça veut dire que si New Orleans gagne ce week-end, ce sera très compliqué pour les Panthers. Ça veut dire qu'il faudra qu'ils terminent avec une victoire de plus que les Saints déjà d'égalité, ils seront pour être perdants. devant eux. Donc, à mon avis, il y a plus de pression sur les Panthers que... Cam Newton avait été intercepté 3 fois dans ce match. Ça avait donné donc 34-13, c'était le 24 septembre. Les Saints ont perdu des cornerbacks, tu le disais. Aux dernières nouvelles, Marshon Lattimore a repris l'entraînement et j'ai un trou sur le nom du deuxième. Ils ont repris l'entraînement de manière limitée. Donc on va voir. Après, l'avantage par rapport aux Rams, c'est quand même que les Panthers ont que Devin Funchess en menace extérieure ou en menace en profondeur. C'est le seul receveur qui a capté un ballon la semaine dernière. Greg Olsen s'est reblessé au pied, donc on ne sait pas non plus dans quel état il est. Il ne s'est pas entraîné hier, donc pour l'instant, on ne sait pas. Alors, tiens, je vais en profiter, on a quelqu'un d'extérieur à l'équipe pour une fois. Laurent, Cam Newton, vrai joueur calibre MVP ou pas? Est-ce que c'est parce que j'ai presque envie de dire que c'est un facteur X dans ce match, mais je trouve ça presque insultant pour un mec qui a été MVP. Ouais, moi Cam Newton, j'ai jamais été un grand fan de Cam Newton. C'est pas le style de quarterback que j'aime. Maintenant, je pense que ça peut être un decision maker. C'est un joueur qui peut faire la différence, c'est clair. Et en plus, c'est un mec qui a vraiment qui a peur de rien. Il peut enchaîner des mauvaises séquences, voire des mauvais matchs. C'est pas un mec qui va trembler, qui va douter de lui. Maintenant, je pense quand même que sa saison de MVP, c'est un peu... ça restera sinon un épiphénomène, en tout cas un one-shot à mon avis. Pronostic pour ce match? New Orleans. New Orleans aussi. Ah non. T'es censé être supporter des Panthers depuis cette année, alors. Ouais, mais justement, en les regardant, je me rends compte que sur ce match-là, malheureusement, il y a plein de choses qui peuvent les faire perdre et je vais être obligé de prendre les Saints aussi. Les Saints aussi. Ouais, bon, c'est pas très sympa pour ton équipe. Bah, c'est pas très sympa, mais j'ai pas envie de perdre plus de points. Allez, on passe au débat. On peut continuer comme ça, Camille, c'est pas grave. Tu nous as joué tous les jingles, ça arrive. Ça fait une petite démo. On a une belle palette de jingles, c'est pas grave. Quelqu'un nous demandait sur le chat si Laurent tient-il un blog ou une page. On rappelle donc qu'on est avec Laurent Vergne, qui est le chef des informations d'Eurosport. Donc c'est un petit blog, on peut dire. C'est un tout petit blog sur blog. Ça parle un peu de voilà, sport. Eurosport.fr, donc pour lire Laurent Vergne évidemment. Laurent, justement. Les Steelers ont gagné 6 matchs de suite. Ils sont à égalité avec les Patriots en tête de l'AFC. Peuvent-ils renverser le champion en titre? C'est notre question putaclic de la semaine, puisque depuis quelques semaines, on fait des débats putaclic. On a décidé de se lancer dans le registre. Donc, Laurent Vergne est avec nous. Il est supporter des Steelers. Vous le voyez sur son maillot, sur son t-shirt. D'ailleurs, très apprécié ton t-shirt sur le chat. Ouais. Je tiens à le dire. C'est un color rush? Acheté ouais. Absolument. Non, il est très apprécié. Donc, Laurent, le point fort de cette équipe, c'est l'attaque ou la défense? Ah. Voilà, je suis content d'avoir un supporter des Steelers qui se pose la question aussi. Écoute, c'est assez bizarre parce que je te dirais que ça dépend des semaines. Et ce qui est un petit peu frustrant avec cette équipe des Steelers cette année, c'est qu'elle n'a jamais marché sur tous ses cylindres en même temps. Donc elle a été portée longtemps par la défense. Depuis 2 semaines, l'attaque a enfin carburé, 40 points contre les Titans. 31 points contre Green Bay. Il faut savoir qu'avant ces 2 matchs-là, Pittsburgh n'avait pas marqué une seule fois plus de 30 points cette saison, ce qui était une aberration. Parce que l'attaque carbure moins bien que l'année dernière, alors que l'année dernière, il n'y avait pas Juju Smith-Schuster, il n'y avait pas Martavis Bryant qui a été suspendu. Donc en théorie, cette attaque, elle devrait exploser cette année. Et ça n'a pas été le cas, même si ça va mieux. La défense a beaucoup progressé par rapport à l'année dernière. C'est une défense très jeune, très physique, très rapide. Mais depuis 2 journées, depuis que l'attaque s'est mise à carburer, elle s'est mise un peu à patiner. Là, contre Green Bay, j'avoue que j'ai été un peu... Brent Hundley, j'avais l'impression que c'était Aaron Rodgers. Ça a été le cas de beaucoup, je crois. Ce qui n'est jamais très bon signe quand même s'il a fait un super match. Je veux pas négliger ses mérites.
Mais il y a eu, au niveau du secondary, ça a été une débâcle totale. Artie Burns, c'était à la ramasse. Ils prennent depuis 3-4 matchs. Ils concèdent beaucoup trop de gros jeux à la passe. Ça, c'est un vrai problème. Donc, point fort, sincèrement, je pense que c'est une équipe qui est très complète sur le papier, qui n'a pas de vrais points faibles. Mais il faut qu'elle arrive à tourner sur tous ces cylindres en même temps. Et je ne l'ai encore jamais vu cette saison. C'est ce qui m'inquiète un petit peu pour les playoffs. Et surtout pour battre ces maudits Patriots qui nous font tant de misère et qui me font cauchemarder depuis bientôt 20 ans maintenant. Alors, juste un petit rappel statistique, la défense, c'est quand même 4e sur les yards encaissés, 4e sur les points autorisés, 2e sur les sacs avec 38. Ils sont juste derrière, quelques sacs derrière quand même les Jaguars. Donc, c'est vraiment statistiquement pas mal. Après, c'est ce que tu dis, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que ça joue bien au même moment des deux côtés. Ouais, et même la défense ne joue pas bien sur tous les mêmes critères en même temps. Par exemple, le match à Détroit, ils ont pris que 15 points. Mais ils ont pris l'eau au niveau des yards. Ils ont concédé 450 yards. Mais devant leur ligne, ils ont été monstrueux. Donc, ils arrivent soit à trouver ça, soit à provoquer beaucoup de sacs, soit à provoquer des turnovers comme ils l'ont fait contre Tennessee. En même temps, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que cette défense, elle est polyvalente. Et puis, voilà, il y a des joueurs, à mon avis, qui sont très sous-estimés dans cette défense. Je pense à un joueur comme Cam Hayward, qui pour moi est un des meilleurs défenseurs de la NFL cette année. Il est à 9 sacs, je crois. 9 sacs, ouais. Et 9 sacs pour un defensive end dans un schéma en 3-4, c'est énorme. Ouais. Parce que la pression est censée venir des outside linebackers et pas des defensive ends. Donc, qu'à ce poste-là, il arrive à quasiment 10 sacs après, 11 journées, 11 semaines déjà 12, mais il y a 11 matchs du coup avec la bye week. Ouais, 11 matchs joués, c'est très, très révélateur. Maintenant, pour battre les Patriots, il y aura... Le premier critère pour moi, ce sera de jouer à la maison. D'accord. Ça paraît très con, mais ça se tient. Pittsburgh à domicile et Pittsburgh à l'extérieur, c'est pas du tout la même chose. Roethlisberger à domicile et à l'extérieur, c'est pas du tout la même chose. Si on doit aller jouer au Gillette Stadium, une finale de conférence, je pense que ce sera encore très, très, très compliqué. Bon, dans ce cas-là, du coup, l'opposition qui arrive dans 2 semaines, 2 semaines, ouais. Attends, je vais te dire, va être hyper importante puisque donc ils sont sur les talons des Patriots à l'heure actuelle. Ils sont devant. Ils sont devant, pardon, d'ailleurs. Ouais. Ils sont devant. Donc, est-ce que cette défense peut contenir, d'après toi, les Patriots dans un scénario où, mettons, ils joueraient à la maison? Alors, je pense que la défense a plus d'arguments que l'année dernière. Ils se sont fait marcher dessus l'année dernière en finale de conférence. Mais il ne faut pas oublier que d'abord, Cam Hayward n'était pas là. Il était out pour toute la saison. Il y a un joueur, Mike Hilton, un cornerback qui était inconnu au début de la saison, qui est devenu leur nickel corner, qui fait une super saison et qui est, à mon avis, un gros upgrade pour eux par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est des atouts pour eux. Après, la grande question, ce sera avec quel schéma de jeu ils vont essayer de battre Tom Brady. Est-ce qu'ils restent en zone, comme ils l'ont souvent fait contre les Patriots et Brady les a tués? Est-ce qu'ils passent en homme à homme? Mais est-ce qu'ils ont les joueurs pour le faire? L'autre question, c'est comment on défend sur le monsieur qui est là. Rob Gronkowski, donc. Parce que Pittsburgh a souvent du mal à défendre contre les Titans comme ça, très, très costaud, très, très physique. Donc je pense que la défense des Steelers a plus d'armes, mais très sincèrement, aujourd'hui, je ne suis pas super optimiste. Alors, on peut passer à l'attaque dans ce cas-là. On fait un panorama assez large de cette équipe. Donc, mettons, ils n'arrivent pas trop à contenir le Gronk et Tom Brady. Mais il y a des armes en attaque pour essayer de suivre. Levon Bell, premier sur les yards au sol et sur les yards offensifs au total. Antonio Brown, premier sur les réceptions et les yards à la réception. Petit quiz, messieurs. Les 2 seules équipes qui ont terminé la saison avec le meilleur receveur et le meilleur coureur. J'ai regardé les réponses avant, j'ai vu tes notes, j'ai triché. Ah bah oui, c'est vrai que t'as fouillé dans mes notes tout à l'heure. Bon, les Cowboys de 91 avec Emmitt Smith et Michael Irvin. Ouais. Les Colts de 99 avec Adrian James et Marvin Harrison. Bon. Et les Rams n'ont jamais été, du coup, je me demandais. Non, peut-être parce que ça devait répartir entre Torrey Holt et Isaac Bruce à l'époque. Donc ça laissait au niveau des réceptions. Donc est-ce que cette armada-là, avec Ben Roethlisberger en plus à sa tête, peut justement sur un match déborder New England? Et j'ai cité Ben Roethlisberger, c'est pas innocent. Hein. Est-ce que c'est lui le factor X? Il a 20 touchdowns, 12 interceptions, 89,9 d'évaluation, c'est sa plus petite depuis 2008. Ça a parlé un peu de retraite pendant l'intersaison, voilà. Il a été vraiment en dedans pendant une bonne partie de la saison, mais l'attaque carbure depuis 2 matchs, et elle carbure aussi parce que Roethlisberger carbure. Je crois que sur les 8 premiers matchs, Big Ben, il était à 10 touchdowns, il en a autant sur les 3 derniers. D'accord. Donc il est en train de monter en puissance. On l'a vu aussi, il adore jouer en prime time.
Il adore jouer à la maison. Et les 2 derniers matchs des Steelers en prime time à la maison, il envoie 8 touchdowns et je crois qu'il est à plus de 100 de rating à chaque fois, assez largement. Donc oui, évidemment que c'est un facteur X Big Ben, parce que si on a le Big Ben de Jacksonville, qui envoie 5 interceptions et 2 pick six, on n'a aucune chance. Mais Après, il se connaît, Big Ben. Je pense C'est ça. que je ne suis pas trop inquiet pour lui. Pour moi, le vrai facteur X dans cette escouade offensive, c'est plutôt un garçon comme Martavis Bryant, qui est très décevant pour tout un tas de raisons, qui a pris ombrage de l'explosion de Smith-Schuster, qui est devenu vraiment le receveur numéro 2 derrière Antonio Brown. Lui, il a du mal à vivre ça, je pense. Bon, il revient de suspension aussi, et c'est vrai qu'il faut qu'il retrouve sa place. Il a fait plutôt un bon match contre les Packers, mais Smith-Schuster n'était pas là. Si vraiment ils arrivent à impliquer davantage Bryant dans le schéma de jeu, ça devient très très compliqué pour les défenses adverses, parce que tu dois contenir Antonio Brown, tu dois contenir Le'Veon Bell, tu as Smith-Schuster, tu as Bryant, au bout d'un moment ça devient très compliqué. Et Non, Jesse mais James c'est en Thaïlande aussi. Jesse James, c'est vraiment la soupape de sécurité quand Big Ben n'a pas d'autres solutions. C'est plutôt le point faible de cette attaque, à mon avis, le poste de Titan. À qui ça? En tout cas, il y a des vrais progrès. On parlait de la défense tout à l'heure, donc qui était 12e sur les yards l'an dernier, 10e sur les points, qui est passé à 4,4. L'attaque, la ligne, quand même, à une époque, a été un point noir un peu pour cette équipe. C'est plus le cas. Hein. C'est ça, ils ont autorisé que 15 sacs cette saison. Et l'année dernière, déjà, ils étaient très bons. Ouais. C'est même un des points forts de cette attaque. C'est pour ça que je dis que la pièce manquante, pour moi, c'est un Titan vraiment mobile, physique. Jesse James est capable d'être... c'est un Titan correct. C'est un bloqueur moyen. Mais honnêtement, quand tu vois les armes qu'il y a dans cette escouade offensive, c'est lui que vraiment c'est un peu le maillon faible. Le maillon faible. Mais à la limite, on n'a pas besoin d'un Titan aujourd'hui qui nous fasse une saison à milliard. C'est pas la peine. Alors, la question, donc, peuvent-ils battre les Patriots? Oui, à condition de jouer la finale de conférence à domicile. Raoul? Moi, je pense pas, mais en fait, moi, il y a un truc aussi dont on parle beaucoup pour pour casser un peu la mécanique de Tom Brady, c'est de lui mettre énormément de pression. On a vu que les Falcons avaient réussi à faire ça au début du Super Bowl l'an dernier, et je sais pas si les Steelers ont de quoi l'embêter suffisamment pour l'empêcher de sortir son jeu qui est stratosphérique. Alain l'a dit, quand même, 38 sacs. 38 sacs. Il y a 2 ans, les Steelers, ils finissent à 25 sacs, donc c'est une progression absolument énorme. C'est vrai que c'est comme ça qu'Atlanta lui a fait mal en première mi-temps, mais la clé aussi, c'est de contrôler le ballon, parce que ce qui a tué les Falcons au Super Bowl, c'est d'épuiser la défense. Ils ont joué, je crois, 99 snaps, c'est-à-dire ils ont joué quasiment le double de snaps de ce qu'ils jouent d'habitude, et ils étaient complètement épuisés. Donc ça, ce sera très important aussi. Il faudra que Pittsburgh arrive à contrôler le tempo du match. Et Le'Veon Bell sera très important pour ça. Et Bell n'était pas là l'année dernière. En tout cas, il était là au début du match. Il s'était blessé très rapidement. Il est sorti, il s'est blessé à la cheville ou quelque chose. Il s'est blessé en première mi-temps. Et honnêtement, à partir du moment où tu enlèves Le'Veon Bell de cette équipe, elle devient complètement unidimensionnelle. Donc ça devient beaucoup plus facile de la contrôler. Alors, donc, c'est vrai. La réponse de Laurent Vergne, on l'a dit. Oui, s'il joue à la maison. Si c'est à Pittsburgh. Ouais. Et après, pour le Super Bowl, parce que là, on parle quand même de la finale de conf, on oublie qu'il y a un Super Bowl à jouer derrière, mais ça, les Super Bowls, quand il les joue, il les gagne. Est-ce que vous battez les Eagles? Le dernier, ils l'ont pas gagné, mais contre Green Bay. Ah bah oui, c'est vrai. J'étais resté sur celui contre Arizona, tu vois, j'avais complètement oublié Green Bay. Mais... Honnêtement, je pense que pour Pittsburgh, le pire match-up, c'est New England. Donc, je dis pas que s'ils battent New England, ils gagneront le Super Bowl, mais le cauchemar de cette équipe, c'est vraiment Tom Brady et les Pats. Et je pense qu'au Super Bowl, il n'y a aucune équipe qui ne sont pas capables de battre. Voilà. Ça se tient. Donc, pas capable de battre. Et alors, tiens, la petite question... Pas capable de ne pas battre. Ouais. Donc, la petite question subsidiaire, s'ils vont au bout, est-ce que Ben Roethlisberger, d'après toi, part sur un titre? Là, on est dans la spéculation totale. Le 7e de Pittsburgh pour le numéro 7. Ouais, je pense que... c'est vrai que c'est parallèle. Je pense que Jerome Bettis s'était arrêté après le Super Bowl gagné en 2006 contre Seattle. C'était chez lui à Détroit. C'était l'occasion parfaite. Je pense que Big Ben, il s'arrête s'il gagne. Voilà donc pour ce petit débat et ce tour d'horizon de l'état des Steelers. Nous, on passe au prono de la semaine.
Les pronos avec un petit point score pour commencer, puisque la remontada est en marche, je tiens à le dire. 3e semaine de suite que je réussis le meilleur score, avec un 13. Grégory était à 12, Raphaël à 11, Raoul à 11. Le total, ça nous donne Grégory en tête 119, Raphaël 116, 113 pour moi, 107 pour Raoul. Donc je me suis définitivement détaché du groupe Eto. C'est déjà ça, je commence à me mettre à l'abri du gage. C'est en face patate, quoi. Voilà, et c'est exactement ce que je l'aurais dit la semaine dernière, tu vois. Merci beaucoup. Moi je suis en train de ravitailler, c'est pas facile. Donc Laurent, bien sûr, on t'invite à pronostiquer avec nous cette semaine. Je pars d'un peu loin. Mais... On précise, oui. Alors là, oui, avec une centaine de points, ça va être dur. Je me suis jamais trompé encore. Bon, on précise quand même pour ceux qui écoutent, les pronostics de Raphaël et de Grégory ont été transmis directement à Joachim, qui est notre juge et qui tient les scores. Donc ils sont déjà au frais, ils ne peuvent plus changer. Ouais. C'est déjà fait. Après, ils sont tous les deux en tête, donc c'est plutôt logique. Oui, tu ne sais pas écouter nos pronos. Voilà, parfait. Allez, le match de jeudi à 18h30, c'est à 18h30. Non, ça c'était Thanksgiving. À 2h30 dans la nuit de jeudi à vendredi, Cowboys Redskins, les deux équipes sont à 5 victoires et 6 défaites. Rivalité de division, Kirk Cousins contre Dak Prescott. Laurent, on te laisse pronostiquer en premier. Deux équipes qui se ressemblent un peu, qui sont capables de très très bonnes choses, mais surtout d'être très moyens. Et dans ce duel-là, je pense que Cousins fera la différence et je mise sur les Redskins. Assez d'accord, malheureusement, puisqu'il n'y a toujours pas Ezekiel Elliott du côté des Cowboys et que Kirk Cousins est dans une super lancée depuis le début de la saison, donc il est capable de faire la différence, malheureusement. Redskins ? Oui, mais ouais. Redskins aussi. Donc je croyais que tu attendais de voir ce que je pronostiquais. Non, là-dessus, non. Bon, Redskins. Coup d'envoi dimanche à 19h. Les Falcons, 7 victoires, 4 défaites. Les Vikings, 9-2. Donc on a dit Falcons. Vikings. Donc Vikings pour Raoul, Falcons pour Laurent et pour moi-même. Tennessee Titans, 7 victoires, 4 défaites. Houston Texans, 4 victoires, 7 défaites. Tom Savage a lancé 5 interceptions, mais il a surtout perdu 7 fumbles en 6 matchs. Ce qui vous situe un petit peu ce qui peut se passer. L'enfer. Il a quand même perdu plus de fumbles que lancé d'interceptions, ce qui est quand même pas courant. Ce qui est un petit record en soi. Pour un quarterback et seulement en 5 matchs. Donc ça fait 5 et 7, 12 ballons perdus en 6 matchs. Et combien de touchdowns ? Pas beaucoup. J'ai pas osé regarder. J'ai pas osé regarder. Laurent, est-ce que les Titans t'inspirent quelque chose ? Parce qu'on cherche quelqu'un à qui ils inspirent quelque chose depuis des semaines et on trouve pas dans la rédaction. Alors, écoute, je vais être honnête, c'est une équipe que j'avais suivie d'assez loin depuis le début de la saison, qui m'intéressait quand même parce qu'on avait l'impression qu'ils montaient un peu en puissance. Et je les ai vus donc avec attention quand ils sont venus à Pittsburgh il y a 2 semaines. Je peux pas dire que ce que j'ai vu ce jour-là m'a inspiré ni une grande émotion ni une grande confiance. Je trouve que c'est une équipe, ils sont à la lutte avec Jacksonville pour les playoffs, mais pour moi, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Jacksonville, c'est une équipe de playoffs. Les Titans, il y a plus de questions que de réponses pour l'instant. Après, maintenant, ils jouent Houston, qui, à mon avis, pense déjà à l'année prochaine. Donc, je pense qu'ils vont gagner contre Houston, mais ils sont à la lutte pour les playoffs. Peut-être qu'ils y seront, mais pour moi, c'est pas une équipe qui a le coffre pour faire mal dans cette conférence cette année. En tout cas, j'aime bien ta formule, ni émotion ni confiance. Je pense que ça résume bien les Titans de cette année. Je suis désolé pour les fans des Titans. Il y en a moins que d'autres équipes, ça va. Oui, c'est pas ceux qui nous tombent sur le dos le plus quand on critique. Mais ça pourra venir. Oui, ils auraient des raisons, parce qu'on n'est pas spécialement bienveillant avec eux. Mais bon. Du coup, le prono, alors Titans ou Texans ? Non, Titans quand même. Titans, Raoul. Non, moi Texans, parce que en l'occurrence, ils inspirent pas grand-chose et la défense de Texans, malgré les absents qu'elle a, fait quand même des belles choses. Et même si Tom Savage est nul, t'as quand même DeAndre Hopkins qui peut toujours exploser. Et ça peut se jouer à très peu. Faut lui lancer le ballon quand même. Ouais, mais bon, il finit toujours à une centaine de yards, donc. Bon, de toute façon, il faut que je prenne des points et je sens plus sur celui-là. Ça, c'est la stratégie qui fait mal quand on est en retard sur les pronos. C'est de commencer à prendre le contre-pied sur des trucs pour essayer de revenir. Trop de risques, tu le risques. Bon, moi, je vais prendre les Titans, donc ça te fait l'occasion de reprendre un point éventuellement. Les Jets, 4 victoires, 7 défaites. Les Chiefs, 6 victoires, 5 défaites. Alors, c'est pas inintéressant, vu la situation actuelle des Chiefs qui restent sur 3 matchs de suite sans passer la barre des 10 points. Et avec, pour l'instant, un Alex Smith qui reste en place. Bon, on l'a dit, c'est pas forcément que de sa faute, loin de là. Laurent, est-ce que les Jets à la maison à New York, ça a quand même une chance de faire quelque chose? Oui, et je pense que cette équipe de Kansas City, c'est quand même l'équipe qu'on a eu du mal à cerner cette année, qui a commencé du feu de Dieu. Ils ont gagné leurs 5 premiers matchs et surtout, ils carburaient comme des malades en attaque, ce qui n'était pas forcément leur marque de fabrique. Alex Smith jouait très très bien, il jouait beaucoup plus en profondeur, il prenait beaucoup plus de risques, beaucoup plus de passes longues. Bon, il y avait Kareem Hunt, je pense aussi, qui a posé pas mal de soucis. À mon avis, ce qui s'est passé avec les Chiefs, c'est que les coordinateurs défensifs, ils bossent et ils se sont
ils se sont ajustés sur cette équipe et elle a du mal à se réinventer. Ouais. Et malheureusement pour les Chiefs, je vois pas trop de solutions. Je dirais Alex Smith va pas pouvoir faire autre chose que du Alex Smith. Ils ont eu quelques blessures aussi. Et c'est vrai qu'offensivement, on voit mal d'où peut venir la solution. Et le match chez les Jets, c'est à mon avis typiquement le genre de match qui tombe pas bien pour eux. Les Jets, c'est pas une super équipe, mais ça va être un match compliqué quand même pour Kansas City. C'est un petit piège, ouais. Je vois un match serré qui va se jouer à une possession, mais je mettrais une piécette sur les Jets quand même. Donc les Jets. Bon, moi je vais prendre les Chiefs quand même. Je suis conservateur pour les pronos. Je vois le score final, donc j'ose pas trop faire ce genre de pari sur une semaine. Mais ça m'étonnerait pas en effet que. Moi je ne les Jets calcule passent. pas. Donc, Mais on donnera ton score dans l'émission la semaine prochaine. Ah oui, d'accord. On ne t'oublie pas. J'avais envie de donner les Jets aussi, mais du coup, ça fait beaucoup de risques. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Tu vas nous faire. On te sent partir Mais non, sur mais- cette fameuse semaine où soit le trou tombe directement et c'est fini, Et c'est fini. soit tu reviens dans la course en grâce, quoi. Ouais. Du coup, quitte à le faire, autant le faire à fond. Donc, je vais prendre les Jets. Il y Mais avait- encore une fois, toi, j'étais parti sur eux. Donc bon. Il y a une année où il nous avait fait ça en semaine 3. Il avait pris quasiment tout l'inverse. Ouais, de j'avais nous. fait exprès l'inverse parce qu'en semaine 2, il y avait eu n'importe quoi. Voilà. Genre les Raiders qui avaient gagné, les Jaguars qui avaient gagné, les Buccaneers. À l'époque, ils étaient tous nuls. C'est Et ça. donc j'avais dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, je fais tout l'inverse et peut-être que j'aurai plus de points que les autres. Et il bah, n'était j'ai- jamais non. sorti du trou. Ah bah ouais, j'ai eu Il 3 était points cette resté semaine. toute l'année dedans. Il n'en été mais jamais cette année sorti. c'est compliqué. Enfin c'est toujours compliqué les pronos, mais il y a C'est il y a eu beaucoup de surprises d'une semaine sur l'autre. Parce qu'il y avait beaucoup d'équipes qui étaient capables du meilleur comme du pire. Et pendant pas mal de semaines, je trouve qu'on a eu du mal à voir quelles équipes émergeaient justement Ouais, je suis de d'accord. façon indiscutable. C'est vrai. En tout cas, pour te rassurer, Raoul, il y a quand même Mathieu qui nous fait remarquer sur le chat que Robbie Anderson a explosé. Il a 4 matchs d'affilée avec un touchdown. Et Mm. c'est vrai qu'il est quand même très, Ouais, très puis il y a une impressionnant. bonne défense qui peut faire douter les Chiefs rapidement. Enfin, j'y crois plus déjà que les Texans, mais bon. Alors, donc, du coup, 2 Jets. Ouais, Jets Et et toi, donc, moi, je Chiefs. prends les Chiefs. Dolphins, 4 victoires, 7 défaites. Broncos, 3 victoires, 8 défaites. Celui-là fait rêver au niveau de l'affiche. C'est Trevor Siemian contre Jay Cutler qui est de retour. Moi, je vais dire tout de suite que je vais prendre les Broncos, mais parce qu'il faut choisir quelqu'un, quoi. Ouais, là c'est vraiment le match qui me fait pas rêver cette semaine. Non, mais C'est- je vais c'est- prendre les Broncos aussi parce que Trevor Siemian va peut-être vouloir se rebeller après avoir été benché la semaine dernière. Il fait pas une mauvaise fin de match en plus. En plus, contre il les rentre Chargers. bien et c'est pour ça, il va peut-être vouloir prouver quelque chose. Les Dolphins, même avec Jay Cutler, c'est très très faible. Ouais, ça dit, j'ai l'impression que les Broncos, ils savent pas comment se sortir de l'ornière dans laquelle ils sont. Alors vous allez me dire, c'est un peu pareil pour les Dolphins, mais ouais, je vais jouer les Dolphins, mais vraiment sans conviction. Jacksonville Jaguars, 7 victoires, 4 défaites. Les Colts, 3 victoires, 8 défaites. La défense des Jaguars est donc leader sur les sacs. Jacoby Brissett en a pris 8 la semaine dernière. Je sens qu'ils vont bien s'entendre. Ah ouais, c'est terrible. Il va pas bien dormir samedi, non Dimanche soir non plus d'ailleurs. Il va pas bien dormir. Ouais. Oh là là. Il Ah a ouais. tendance à s'accrocher un peu au ballon, l'ami Jacoby, et là il risque de Ouais, voir Et des puis gens c'est pas arriver comme sur s'il avait lui. une ligne offensive solide, non. quoi. Non. Bon, donc Jaguars Ouais. pour ces Jaguars, raisons-là. ouais. Jaguars, ouais. Jaguars pour tout le monde. Packers, 5 victoires, 6 défaites. Buccaneers, 4 victoires, 7 défaites. Les Packers qui essayent de garder leurs espoirs de playoff en vie. Et les Buccaneers, je crois que Jameis Winston n'est pas confirmé encore au niveau du retour. Je crois qu'il va reprend les jouer, lancers, mais je sais plus. Ah oui, pardon, Il me oui, semble non, qu'il- si, il me l'info semble est qu'il sortie hier revient. soir. Autant pour moi, oui, c'était pas. C'est C'est- mauvais. Je Si, crois si, que j'ai entendu c'est- ça hier. C'est ouais. Nicolas et Loïc Winston qui to return. ont géré ça. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Donc, Jameis Winston. Donc, en théorie, ils ont le meilleur quarterback sur le terrain. S'il est dans un bon jour et qu'il lâche pas des ballons dans tous les sens. C'est un peu le problème de Jameis Winston. Et qui mange pas sa main avant le début du match. Bah, le truc, c'est compliqué de cerner Green Bay en ce moment parce Ouais. que c'est difficile de cerner son quarterback qui fait une semaine apocalyptique. Honnêtement, après le match qu'ils avaient fait contre les Ravens, je crois. Si je dis pas de Oui, bêtises. oui, ils en mettent 0. Ouais. Voilà. Tu m'aurais dit qu'il ferait 3 touchdowns, pas d'interception au Heinz Field contre Pittsburgh. J'aurais presque souri, même si c'est Pittsburgh et qu'on sait qu'ils sont difficiles à cerner, mais je voudrais bien le voir enchaîner 2 très bons matchs de suite. Peut-être que c'est pour cette semaine et je vais quand même dire les Packers. Je sais pas qui donner non plus, là, pour le coup. Je mettrais bien Jameis Winston parce que quand je suis dans le doute, je joue le meilleur quarterback. Et Brent Hundley, il a joué 3 matchs pour l'instant, c'était 1 sur 2. Et là, il sort du bon, donc théoriquement, c'est le mauvais. Je vais dire les Buccaneers. Moi aussi.
Ça m'emballe pas, mais bon, en plus, comme tu joues la même chose, ça va. Ouais. Ravens 6 victoires, 5 défaites. Lions 6 victoires, 5 défaites. Là aussi, ça sent les playoffs parce que les deux sont à la lutte pour les wildcards. Opposition de style parce que la défense, c'est le point fort de Baltimore. L'attaque du côté de Détroit. Les Lions ont du mal à rentrer dans leur match. Après, celui-là, il reste quand même relativement abordable parce qu'en théorie, Joe Flacco ne devrait pas les surprendre trop au démarrage, quoi. Ça va. S'il faut rattraper 7 points à la fin du match, c'est jouable. Alors c'est peut-être Tu les connais bien en plus, les Ravens. C'est peut-être mon affiliation à la FC Nord, mais c'est très très. J'ai rarement vu deux équipes aussi différentes entre un point faible et un point fort. Ils ont vraiment une défense qui peut être monstrueuse. Je crois qu'ils ont 3 matchs où ils n'ont pas pris de points. 3 ou 4. Ouais, 3 ou 4. C'est quand même énorme. Ouais. Et en même temps, leur attaque est absolument pathétique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ça. Mais en même temps, c'est pas illogique. Ça fait des années qu'ils essayent de drafter des receveurs et que c'est une cata à chaque fois. 3 matchs. 3 matchs sans prendre de points. Pas mal. C'est un match super important pour Baltimore. Pour les Lions aussi, mais je pense que Baltimore, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, ils sont 6e dans la conférence américaine. Donc si la saison s'arrêtait aujourd'hui, malgré tous leurs problèmes, ils seraient en play-off. Ce qui n'est pas le cas des Lions avec le même bilan. Non. Et je pense qu'à domicile, parce que les Ravens jouent à domicile, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est à Baltimore. C'est ça, tout à fait. C'est à Baltimore. Je pense que leur défense. Je vois bien un peu le même match que contre Pittsburgh, que celui que les Lions ont eu contre Pittsburgh. Je pense qu'ils vont réussir à avancer. Mais je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à marquer. Et je vois un match très serré qui va jouer en moins de 20 points, à mon avis. Mais je pense que Baltimore, à domicile, va gagner ce match qui est vraiment très très important pour eux. Et c'est presque leur match. Alors après, ils vont à Pittsburgh. Ils ont leurs 2 matchs les plus difficiles là, qui arrivent. S'ils font au moins une victoire sur ces 2 matchs, derrière, ils ont 3 matchs qui sont très très jouables. Ils peuvent finir à 10-6, aller en play-off. Et je peux vous dire que Baltimore, ça me fait pas plaisir de dire ça, mais il fera pas bon les prendre en play-off. Une défense comme ça en play-off, mais on en avait parlé. Ce sera compliqué. On en avait parlé dans l'émission de mardi. On disait que c'est le genre d'équipe, si les Jaguars par exemple tombent dessus en wildcard ou quoi que ce soit. C'est une équipe qui a de l'expérience en plus, et on pourrait se retrouver avec pas mal d'équipes qui manquent de vécu en play-off, en tout cas au premier tour, sur le tour de wildcard. Et puis vraiment Baltimore, il serait chiant à jouer. Les 3 prochains matchs des Ravens après, c'est Browns, Colts, Bengals. Donc voilà, clairement. Ça va. Donc un Ravens pour Laurent. Raoul, tu avais dit? Moi, j'ai pas dit. Ah bah vas-y. Tu veux que je dise le premier comme je suis devant? Je vais prendre les Lions. Moi aussi. J'allais prendre les Lions. Bills 6 victoires, 5 défaites. Patriots 9-2. Rivalité de division. Qui est le meilleur sacker des Patriots selon vous? J'avoue que j'avais pas suivi. Bonne question. Je sais pas non plus. On n'a pas le droit de regarder sur mes notes. Voilà, Laurent. Je sais pas. C'est très Flowers avec 6 sacs. Qui monte en puissance au fil des années, mais c'est vrai que ça m'a un peu étonné. Ils sont à combien de sacs les Pats cette année? Ils sont pas très forcément les meilleurs dans le domaine. J'ai pas regardé le classement général pour eux, mais bon, après, ceci étant dit, ils restent quand même largement favoris de ce match. Je pense que ils sont favoris quand il s'agit de pronostiquer de tous les matchs, les Patriots. Donc surtout maintenant. Alors au début de la saison, on aurait pu avoir des doutes parce que la défense laissait les portes ouvertes. Maintenant, c'est fini, donc il n'y a plus rien à douter. Patriots pour tout le monde. Pour moi, c'est en ce moment, malgré Philadelphie, c'est depuis quelques semaines la meilleure équipe de la ligue parce que leur défense est redevenue compétitive et leur attaque. J'ai lu une stat, je ne sais pas si j'ai le temps de vous la donner, c'est hallucinante. Ils sont numéro 1 à l'attaque aérienne, en yard à la passe. Ils n'ont que 3 interceptions. Est-ce que vous savez la dernière fois qu'une équipe a terminé numéro 1 dans ces 2 catégories? C'est en termes d'interception et de... Numéro 1 à la passe en yard et avoir le et moins plus d'interceptions. petit nombre d'interceptions. 1963, les Colts de Johnny Unitas. Ah oui. Donc ça en dit quand même très 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 long sur la qualité de cette équipe, même si ça me fait pas plaisir de dire ça. Au début, il effaçait les records de Peyton Manning aux Colts, et puis après il s'est dit je vais remonter, je vais aller jusqu'à Johnny Unitas pour effacer tout ce qui est Colts des tablettes des records. Et Tom Brady va jouer son 30e match contre les Bills, il a gagné 26 fois, donc je pense qu'on peut être raisonnablement confiant. Dans les 4 défaites, il y a sûrement les semaines 17 où il n'y a plus rien à jouer, et c'est les remplaçants. Il y a dû en avoir une ou deux. Patriots, évidemment. Chicago Bears 3 victoires, 8 défaites. 49ers, une victoire, 10 défaites. Alors forcément, il ne fait pas rêver sur le papier, mais il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs intéressants. Première titularisation à San Francisco de Jimmy Garoppolo, face à une défense qui se tient, 12e en NFL. Mitch Trubisky qui continue son apprentissage. C'est intéressant, il y a des choses à voir pour l'avenir. Il a beaucoup à apprendre encore, quand même, je trouve. Oui. Bah, Garoppolo, moi je trouve que c'est un quarterback qui évidemment méritait depuis quelques temps d'avoir une place de titulaire en NFL. Il sera super motivé parce que c'est son premier start avec
avec les 49ers. Et puis c'est un enfant de l'Illinois, faut pas oublier ça. Il a grandi dans la banlieue de Chicago. Ah, ouais. Donc je pense que c'est un autre symbole pour lui. Et tu disais tout à l'heure que tu jouais le meilleur quarterback entre deux équipes qui se tenaient un peu. Alors est-ce que les deux équipes se tiennent un peu ? Je pense que les 49ers sont un peu meilleurs que ce que dit leur bilan. Ouais. Ou un peu moins mauvais si tu veux. Ouais. Et je pense qu'avec leur nouveau quarterback, ils sont capables de gagner à Chicago. Je pense aussi, ouais. Je prends les 49ers aussi. Moi, j'aurais pris les 49ers et je viens de vérifier la stat de la défense des 49ers contre la course. Ils sont 30e. Et malheureusement, pour eux, le point fort des Bears, c'est quand même un gros jeu de course qui, s'il n'est pas contenu, peut manger le chrono tout le match. Et Trubisky, on l'a vu, il finissait des matchs à 15 passes. S'il n'est pas contenu, parce qu'ils ont gagné que 6 yards contre Philadelphie la semaine dernière. Ouais, mais voilà, parce que s'il n'est pas contenu. Mais en l'occurrence, là. Non, mais leur jeu au sol, c'est un, Oui, un de leurs rares points forts. Hein. Et donc, c'est comme ça qu'ils avaient battu les voilà. Steelers. Et c'est pour ça que je serais tenté de prendre les Bears quand même. Allez, Chicago pour toi. Le coup d'envoi, c'est à 22h05 pour Chargers, 5 victoires, 6 défaites. Browns, 0 victoire, 11 défaites. Bon, là, on peut aller un peu plus vite. Philip Rivers face à j'allais dire Terrell Pryor. Non, il n'est plus là et il n'est plus quarterback. Face à DeShone Kaiser. Ils en ont eu tellement. Qui va avoir une nouvelle arme quand même avec le retour. Oui, c'est vrai qu'il y a les débuts de Josh Gordon. Ouais. J'avais complètement oublié là pour le coup. Si d'ici dimanche, il n'a pas, pas fait une soirée en fumant 2-3 pétards, mais. Écoute, il est au kilomètre de confession. Tu lui tends un micro, il est prêt à te raconter tout ce qu'il a fait. J'en doute pas, mais il est sûrement plein de bonnes intentions. Ah bah là, il est en mode rédemption totale. Mais les Browns donc, sont la franchise des bonnes intentions. Hein. Oui, tous les ans. Ça commence comme ça, les déceptions. Bon, Chargers pour tout le monde ? Oui. Les Raiders et les Giants s'affrontent ensuite à 22h25. 5 victoires, 6 défaites pour les Raiders qui se battent encore pour les playoffs. Les Giants sont à 2 victoires, 9 défaites avec Geno Smith à la barre. C'est vrai qu'on n'a pas fait de flash info début d'émission, on aurait presque pu. Eli Manning n'est donc plus le quarterback des Giants. C'est le scandale de la semaine. C'est une honte. Ouais, c'est une honte. C'est une honte et ça en dit long sur cette franchise. Tu peux pas traiter un type comme Eli Manning, quoi qu'on pense de lui. Mais je veux dire, c'est le visage de ta franchise, comme disent les Américains, et il mérite un peu plus de respect. Et je trouve qu'ils ont même été odieux, parce qu'ils lui ont pas dit tu n'es plus titulaire. Ils lui ont dit tu peux démarrer les matchs, mais tu sortiras après quelques séries. Et Manning a répondu à juste titre vous êtes gentil, c'est pas la pré-saison, donc ou je suis titulaire ou je suis pas titulaire. Et c'est absolument c'est dégueulasse, quoi. En fait, surtout s'il y avait encore une chance d'aller jouer les playoffs, je comprends que tu fasses un changement et que tu dises on a notre shot, on y va, on donne tout. Mais là, il n'y a plus rien à gagner. Le choix de draft, ça ne va pas changer grand-chose pour eux. Donc honnêtement, tu laisses Eli Manning finir, tu laisses continuer sa série de matchs à la suite, et à la fin de la saison, il prend sa retraite et on n'en parle plus. Mais là, de faire ça à 5 semaines de la fin, c'est moche. en plus, comme tu dis Laurent, en lui laissant le choix, en disant tu vas pas tout jouer, mais tu peux être titulaire si tu veux. On n'assume même pas vraiment le truc, quoi. Donc c'est pas bien. Mais il y a un problème de gestion de Ben McAdoo, de toute façon, qui est évident depuis des semaines, ce qui est quand même assez délirant. Je pense que ces décisions ont été prises, à mon avis, bien au-dessus de lui. Alors oui et non, parce qu'il y avait le proprio John Mara qui avait l'air d'à moitié rétro-pédalé en interview, en qui disant disait j'aurais préféré être là, ça c'est pas forcément même, bien fait. Mais c'est une décision que personne n'assume vraiment. Oui, c'est bizarre. Ça qui est terrible, ils ont tous honte, on dirait. Et ils peuvent. Ils sont en train de, ils ont, je pense, vite réalisé vu le retour qu'ils ont eu médiatique et populaire. Tu t'en doutes, non? Oui, ils peuvent toujours changer d'avis d'ici le début du match. Après, des fois, ils sont tellement dans leur monde. Je suis même pas sûr qu'Eli Manning ait envie d'être sur le terrain. Et d'ailleurs, il faut saluer sa réaction hyper pro, qui est d'être arrivé le premier le lendemain à l'entraînement pour aider Davis Webb, pour aider Davis Webb à se préparer, et qui était à dire que le plus important, c'est l'équipe. Si c'est pour faire gagner l'équipe, on met quelqu'un d'autre. Tout le monde n'aurait pas fait ça. Il a été aussi digne que ses dirigeants et son staff n'ont pas été. C'est dire s'il a été digne. Alors, pour en revenir au match, du coup, parce qu'on a non, mais c'est normal, on est dans l'actu. Romain, notre supporter des Raiders sur le chat, qui dit moi, Geno Smith va manger de l'herbe, puisque du coup, on en est là. C'est probable, face à Khalil Mack et aux Raiders. Alors, il y a des trous dans la couverture aérienne d'Oakland. Mais c'est vrai que Geno Smith, en tout cas la dernière fois qu'on l'a vu, s'il le titularise, on suppose qu'il a fait des progrès, mais la dernière fois qu'on l'a vu, c'était pas un joueur qu'on avait envie d'avoir au manette de son équipe. Non, c'est ça. C'est en plus, ce que je comprends pas, c'est Geno Smith derrière. Si encore ils avaient drafté un mec au premier tour, t'as envie de voir ce que le gars il a dans les tripes, pourquoi pas. Mais là, ils vont aller mettre Geno Smith, donc honnêtement, on sait qu'il n'est pas la solution, donc ça n'a pas grand sens. Et rien que pour ça, j'espère que les Raiders vont gagner.
Allez, Raiders. Ouais, moi aussi. Et Raiders pour tout le monde. Mais karma. j'avoue que je suis d'accord avec toi, Laurent, sur le sens où moi, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi Geno Smith et pas Davis Webb qui est derrière et qu'ils ont drafté. Quitte à mettre un autre quarterback, autant C'est- Geno Smith, on sait ce qu'ils ont. Ouais, Et ils n'ont pas ouais. grand-chose. C'est clair. Donc, je ne sais pas si Webb est la solution, j'en doute, mais au moins Tu au moins vérifies. essayer quelque chose dont tu n'as pas la réponse. Complètement. Le Saints Panthers derrière, donc on avait donné Saints tout le monde ou t'avais donné Non, si, j'ai dit les Saints. les Saints pour tout le monde. Ouais, Cardinals 5 victoires, 6 défaites, Rams 8 victoires, 3 défaites. Les Rams se sont relancés face aux Saints, puisqu'ils restaient sur une défaite avant. Ce match semble largement à leur portée, du coup, face à des Cardinals qui sortent quand Mais même qui- d'une victoire. Ouais, voilà, ils, c'est ont, ça, ils ont surpris les qui Jaguars. ont montré que finalement, ils n'étaient pas complètement nuls. Maintenant, voilà, c'est plus les Jaguars en face. Non, c'est les Rams, ça paraît. Ils ont, alors, les Cardinals ont le meilleur sacker de la NFL. Chandler Jones s'est remonté tranquillement dans le classement, il est à 12 sacs maintenant. Oui. Après, je pense pas que ce bon. soit suffisant. Donc je vais dire Non, les Rams. face à la ligne offensive des Ouais, Rams. les Rams. Les Rams ouais, pour ouais. tout le monde. Le Sunday Night Football dans la nuit de dimanche à lundi à 2h30 du matin. Seahawks 7 victoires, 4 défaites. Eagles 10 victoires, 1 défaite. Est-ce que ça sent un peu le passage de témoin en NFC d'une équipe qui a été très dominante sur ces 4-5 dernières années? Je regarde pas vers Camille parce que j'ai peur qu'il me fusille du regard. Sur les 4-5 dernières saisons, et c'est cette équipe de Philadelphie qui arrive très très fort. Ça pourrait être très compliqué face à pour Russell Wilson face à ce front 7 de Philadelphie qui est quand même impressionnant. Ça va être très compliqué, ouais. Mais je crois que Seattle reste sur 2 défaites à domicile, non? Si je dis pas de bêtises. Non. Ouais. C'est ça Si, ouais, Apparemment, c'était oui. une des premières C'est fois. possible, ouais. Alors c'est un peu con comme argument, mais je les vois pas perdre 3 fois de suite à domicile. Et je pense que c'est un match qui est ultra important pour eux. S'ils perdent, ça flingue un peu leur saison, parce que même au-delà du bilan, 3 défaites de suite à domicile, là contre l'équipe référence de la NFC cette saison, ils ont vraiment besoin de ce match. Je pense qu'ils vont le jouer comme un match de play-off. Les Eagles, à mon avis, bon, ils n'ont aucune pression, ils sont tranquilles. Mais du coup, peut-être que l'enjeu de ce match va faire que Seattle va trouver la clé. Mais je suis d'accord que ce sera très difficile. Et je suis conscient d'avancer des arguments qui ne sont même pas forcément très rationnels Non, mais après, footballistiquement. moi je vois ce que tu veux dire au sens où t'as Pete Carroll, t'as Russell Wilson, t'as vraiment une équipe expérimentée, des playmakers à domicile avec une réaction, un match important. Donc, encore une fois, Et une footballistiquement, équipe bien qui sûr. sait mais, jouer ce genre de match un peu dans l'urgence quand même. Ils l'ont fait déjà ces dernières saisons. Depuis leur titre, ça fait quand même quelques temps qu'ils alternent le bon et le moins bon. Et ils n'ont pas eu une saison tranquille depuis. Alors là, elle est encore moins tranquille que d'habitude, mais je pense quand même que je ne les vois pas perdre ce match. Ouais. Allez, Seattle pour Laurent, Raoul. Non, moi malheureusement, je vois les Eagles supérieurs, surtout sur la pression que Russell Wilson va prendre, encore une fois. Et malheureusement, c'est terrible parce que lui, il passe son match à danser pour envoyer les ballons, mais... La ligne a du mieux en ce moment depuis l'arrivée de Johan Brown. Johan Brown fait du bien, mais c'est ce qu'elle a dit, c'est que le front 7 des Eagles, c'est une machine de guerre et il risque d'avoir du mal. Bon, moi je vais prendre le Philadelphie aussi, même si j'exclus pas une réaction. J'ai l'impression mais- que je suis souvent seul là sur les pronos quand Mais même. parce que aussi, je pense qu'on doit être aussi un peu plus conservateur, Ouais, comme on a des peut-être. gages en jeu, des trucs, tu vois, Ouais, c'est vrai. on ose moins. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, 2h30 du matin. Les Bengals reçoivent les Steelers, 5 victoires, 6 défaites pour Cincinnati, 9-2 pour Pittsburgh. Les Bengals ont gagné 2 matchs de suite quand même. Joe Mixon a démarré la semaine dernière Ça avec y est. un match à plus de 100 yards. C'est une rivalité. Donc c'est quand même c'est pas anodin, c'est pas un match donné Ah non, pour et puis c'est Pittsburgh. 2 équipes qui se détestent et qui ne se respectent pas. C'est-à-dire qu'il y a une énorme rivalité entre Pittsburgh et Baltimore, mais les deux franchises ont beaucoup de respect l'une pour l'autre, alors que Pittsburgh n'a que du mépris pour les Bengals, parce qu'il y a eu beaucoup de trucs un peu sales ces dernières années avec, Il y a Fantas Burfict avec en face, Burfict, ouais. voilà. Notamment. Pac-Man Adam Jones, Jones voilà. aussi. Donc il y a beaucoup de mépris. Malgré tout, je vais miser contre mon équipe sur ce match. Pour une raison très simple, c'est que je pense que Mike Tomlin a fait une énorme boulette la semaine dernière. Il a donné une interview à NBC qui est passée juste avant le Sunday Night Game contre Green Bay, où il a dit que il n'a parlé que des Patriots. Et il a dit que voilà, il pensait en gros qu'à ça, qu'ils étaient prêts pour ça. Et je pense qu'il a fait une énorme boulette parce que cette équipe, un de ses plus gros défauts, c'est justement sa capacité à pas s'occuper du match qui vient et à ne pas se mettre au-dessus de l'adversaire, à jouer à son vrai niveau. Et je pense qu'en faisant ça, il n'a pas rendu service à son groupe et je pense qu'ils vont le payer
à Cincinnati, qui en plus joue mieux quand même depuis quelques semaines, Andy Dalton notamment. Alors moi j'allais te répondre à ça, Andy Dalton en prime time. Ouais. Oui, c'est vrai. Et Andy Dalton face à la défense des Steelers. Ouais, moi c'est le côté Andy Dalton en prime time, donc je préfère parier sur Pittsburgh. T'as dit Moi que aussi. Big Ben préférait jouer en prime Est-ce que time. t'es un peu oui. superstitieux Mais ou pas du surtout à tout domicile. C'est Est-ce que ça. t'es un peu superstitieux, Laurent? Parce qu'on en a dans la rédac qui parie toujours C'est contre ça. leurs équipes. Non, honnêtement, oui, je suis superstitieux, Ah. mais là, sincèrement, je pense que, et je vais même te dire, je pense que ce serait pas une mauvaise chose que Pittsburgh perde ce match, parce que Ça les de préparerait. toute façon, dans la lutte avec les Patriots, ça changera pas grand-chose, parce qu'il faudra qu'ils les battent. Mmh. S'ils les battent, ils auront le tiebreaker, donc ils seront devant eux. Et derrière, ils jouent à Houston et ils finissent chez eux contre Cleveland. Donc dans l'absolu, perdre un match ne change pas grand-chose. Et je pense que ça peut être le coup de pied aux fesses dont ils auraient besoin avant de recevoir les Ravens et les Patriots, qui vont être deux matchs absolument monstrueux pour eux. Bon, et bah ça fait encore du coup un prono, tu vas te Ouais. retrouver seul, puisqu'on va prendre tous les deux les Ouais, Steelers. en l'occurrence. Et on va te laisser les Et Bengals. j'espère Mais que tu te vous plaindrais aurez pas d'une victoire des non. Steelers. Ah bah bien sûr que non. Ce serait dommage. Il n'y a aucune équipe au repos cette semaine, évidemment, il n'y en C'est aura fini. plus, de toute façon, Ouais. c'est terminé. Et nous, on passe aux cotes de la semaine. Les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Évidemment, 3 cotes, un combiné et un YOLO, évidemment, pour ceux qui Ouais. veulent dépenser de l'argent et pas être trop sûr d'en gagner parce qu'on tente des trucs un peu fous. Mais aimer le jeu, il faut aimer le jeu. Il faut aimer le jeu. Les cotes de la semaine, on va commencer, on va faire dans l'ordre de la table. Allez, Raoul, tu vas nous donner la tienne pour cette semaine. La cote des Vikings qui affrontent les Falcons. La cote des Vikings est à 2,05. Et ça me paraît être une très bonne cote dans la mesure où tous les arguments qu'on a donnés avant en faveur des Vikings, qu'ils ont une défense qui est capable d'imposer un gros défi physique à Atlanta et que eux, leur attaque peut exploser à tout moment. Moi, je vois bien les Vikings l'emporter et 2,05, c'est une cote qui est très intéressante. Donc, ouais, je prends les Vikings. Outsider avec le meilleur bilan, donc ça se prend. Mm. Laurent, Moi, ce sera les Jets qui ont une cote à 2,20. 2,20. Si Ouais, je dis pas de 2,20. bêtises. Ils jouent à domicile contre Kansas City, qui est plutôt bon à prendre en ce moment, plutôt mieux qu'il y a un mois et demi, 2 mois. Je trouve que c'est une cote quand même intéressante parce que chez eux, ça me paraît crédible qu'ils arrivent à battre ces Chiefs-là. et on va rester dans le registre autour de 2 avec la dernière. Moi, j'ai les Lions à 2,05 aussi, donc la même cote que les Vikings. Mm. Ils vont à Baltimore, mais je pense qu'offensivement, ils peuvent marquer un peu plus de points que l'attaque de Ça va Baltimore. pas être très dur. Donc ça se tente. Le combiné de ces trois-là, ça nous donne 5 euros misés, 92,95 € gagnés. Non, Camille, je te vois faire la moue. T'avais 10 €, 251,90. Tu me mets un doute. tu me mets un doute. J'ai dû faire une erreur de synthé. 92,95, pardon. J'ai fait une erreur dans le liner. Mes excuses. Donc voilà pour le combiné Vikings, Lions, Jets. En tout cas, ce qu'on vous recommande. Le YOLO. Donc Laurent, je te fais découvrir le YOLO. C'est-à-dire qu'on essaye de faire une cote où on en a 6 combinés pour gagner un gros paquet d'argent. Et Mais faut que ça passe, quoi. Et on espère qu'un jour ça passera. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, en général, on reprend les 3 qu'on a donnés. Donc là, on a Vikings, Lions, Jets. Et ce que je peux vous proposer d'ajouter, c'est 49ers qui est à 2,20 contre les Bears. Ouais. Donc c'est ça pas se- idiot. C'est pas mal aussi. Ouais, ça se tente C'est pas plutôt. idiot. Alors, je vais la faire en temps réel. Donc 2,05, 2,05, 2,20. Les Jets, on avait dit à 2,20. Derrière, je peux vous proposer les Panthers qui sont à 2,40 contre les Saints. C'est un match de division. Ça... Tu sais jamais, ouais, tu sais jamais. Et le dernier, alors celui-là, j'avoue qu'il est un peu moins confiance, mais j'avais mis les Dolphins à Ah, je suis sûr 1,85. que j'allais dire ça. Les Dolphins, c'est un truc qui peut foutre en À l'air un combien t'as combiné. dit 1,85. T'es prêt à risquer le YOLO pour ça? Ouais, en fait, je sais pas, mais C'est bah, chaud, hein. dans ce cas-là, tu veux aller sur un truc plus extrême. Est-ce que Buccaneers, y a Buccaneers Packers, ah non, Buccaneers Packers, ils sont tous les deux Ils sont à à 1,75 tous les deux, 1,75. Ah ouais, non, j'espérais qu'il y en ait un qui se détache. Écoute, c'est un vrai YOLO avec les Dolphins. Ouais, C'est parce que si- même si la cote est pas ouf, c'est vraiment. Je pense que ouais. gagner un YOLO avec les Dolphins, c'est le Ça top du top renforce qu'on puisse faire Toi, en, pour ton estime voilà, personnelle, en termes de folie. Et donc ça, le combiné pour 5 euros misés, c'est 496,21. Et là, normalement, j'ai bon, Camille. Merci. Yeah. J'ai pas fait d'erreur dans le deuxième liner. Mais voilà, j'avais fait une erreur de calcul dans le premier. Donc le YOLO, Vikings, Lions, Jets, 49ers, Panthers, Dolphins, 496,21 €. Voilà, et donc ça se passe sur
Unibet qui vous présentait l'épisode 213 du podcast Jean Actu. On les remercie. N'oubliez pas, le menu est dans le lien, est dans le menu du site. N'hésitez pas à cliquer et à aller vous inscrire. C'est comme ça donc que se termine l'épisode 293. Merci beaucoup Laurent Vergne 213, non 213, ouais. J'ai dit combien 293. 293. Ouais, tu vois dans le Je futur. suis dans le futur déjà. C'est dans le turfu, comme Ouais. diraient les jeunes. C'est la fatigue. On sent qu'on arrive en semaine 12 et que je commence à encaisser le coup. J'ai tellement savonné dans cette Et émission. nous, on n'a pas eu de que- bye week, hein, on est comme les Buccaneers. Mais c'est ça, on n'a pas de semaine de repos. Ouais. Donc, si, il y a eu la semaine où j'étais à Faune et où j'étais juste Ah, venu c'est faire vrai. de la figuration. Tu t'écrivais Ouais. sur une tablette. C'est ça, j'avais moins de notes, c'était plus pratique. Bon, merci beaucoup Laurent Vergne. On rappelle. Merci à vous, c'était très très sympa. Eh ben, écoute, on rappelle chef des informations d'Eurosport.fr. Tu es le bienvenu quand tu veux revenir, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Raoul Villeroy, merci beaucoup aussi. Ben, merci à vous. Camille Saraben à la technique, toujours présent. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Demain, on est le 1er du mois, donc la cagnotte redescend. Ça enlève les tips ponctuels. N'hésitez pas à y retourner. On a l'objectif loyer qui va se remettre. Merci pour les commentaires sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube. N'hésitez pas à en laisser. La boutique, elle est toujours là. Pour nous retrouver, c'est sur touchdownactu.com, bien sûr. Merci à ceux qui suivent sur le chat en direct. On nous dit les Seahawks à 2.6, les gars. C'est toi qui l'as mis dans le chat, Camille, ça? Je vois que c'est marqué Non, parce en... que c'est NFL Actu qui envoie C'est le ça. compte officiel Qui a l'a le mis. compte Allez, Dénoncez-vous. Touchdown Actu pour le site, en tout cas, @TD Actu sur Twitter, @Laurent Vergne, Ouais. tout simplement. Le prénom et le nom, @Raoul VDG, Yes. @Camille Saraben, @Alain Mattei. On l'a dit, @TD Actu. On vous rappelle donc que toute l'actu, c'est sur tdactu.com. Camille va lancer les premières notes de notre petit générique. On remercie encore une fois Kickban pour tout ça. On vous dit à dimanche dans le fauteuil, pardon. Ciao, ciao. Ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.